Rebonjour à toutes, rebonjour à tous. Nous sommes à Nantes pour le forum Nantes Zéro Carbone et nous allons parler de comment bâtir une ville saine et durable. Alors, on sait, si on devait se reprojeter en arrière, on en a parlé un petit peu dans l'histoire, il y a eu les moments où on faisait les villes nouvelles, je ne sais pas si vous vous en souvenez, on a voulu créer les villes nouvelles, ça n'a pas été un immense succès, en tout cas en région parisienne, de l'expérience qu'on peut en avoir. On a en même temps découvert peut-être aussi ce qui ne marchait pas. On n'avait pas les mêmes préoccupations qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, si on devait refaire les villes nouvelles, ça peut être une façon de lancer le débat avec les intervenants que je vais présenter. Évidemment, on penserait les choses différemment parce que les problématiques qu'on rencontre ne sont pas les mêmes. On en a cité plein. L'urgence écologique, bien sûr, le fait que les gens ne supportent plus de passer des heures dans les transports et on voit qu'avec le digital, on en a beaucoup parlé, on a des solutions nouvelles à apporter pour faciliter la vie quotidienne et que les frontières finalement qu'il y avait autrefois entre le lieu de travail et le domicile, évidemment, avec la crise qu'on vient de traverser, sont probablement plus les mêmes. Et pour en parler, nous allons avoir avec nous la chance d'avoir Nicolas Mayer-Rossignol, le président de la métropole de Rouen-Normandie et maire de Rouen, qui est à distance et que je salue. Bonjour, monsieur le maire, vous êtes avec nous, je crois. Pour Absolument. En parler... Bonjour, merci de votre invitation. Un salut amical à Johanna Roland. Qui vous le renvoie, même si elle n'est pas là, mais est avec nous Pascal Prat, le vice-président de Nantes Métropole à l'urbanisme durable. Bonjour monsieur. Bonjour. Également avec nous Jean-Luc Charles, le directeur général de la SAMOA, la société d'aménagement de la métropole Ouest-Atlantique, aménageur notamment de l'île de Nantes. Bonjour. On en parlait tout à l'heure, évidemment. Et avec nous, Jacqueline Hosty, Grand Prix national de l'urbanisme 2020, en Zoom également. Bonjour madame. Bonjour. Et enfin, Emmanuel Desmézières, qui est le directeur général chez ICAD Promotion. Bonjour. Promoteur, donc. Alors, pour commencer, peut-être j'ai envie de vous donner la parole, monsieur le maire Nicolas Mayer-Rossignol, sur votre vision de la ville de demain. La ville rêvée, si on devait penser la ville ou repenser la ville, à partir de la ville, c'est-à-dire que vous êtes aussi, j'allais dire, les mains dans le cambouis ou dans le ciment, je ne sais pas, en tout cas dans la réalité. Vous partez de l'existant, vous avez une ville en plus qui a connu un accident industriel, on s'en souvient tous, assez important il y a peu de temps. Comment vous pensez, vous, cette ville agréable, attractive, durable et saine pour les habitants, à partir de ce petit chapeau que je faisais au début, le nouveau contexte dans lequel on est entré dans ces années 2020, d'urgence écologique et probablement de changement de nos modes de vie, plus importants même qu'on ne les aurait imaginés avant de connaître cette crise? Alors, sans avoir la prétention de répondre totalement à votre question, qui est une question très, très complexe, et il faut l'aborder, je crois, quand on est responsable public avec beaucoup d'humilité, parce qu'on n'a pas forcément tous les leviers, et puis on peut aussi faire des erreurs. Mais je voudrais peut-être un tout petit peu prolonger votre diagnostic, parce que bien sûr, il y a l'urgence écologique et la crise écologique, et évidemment, elle s'impose à nous. Mais ça n'est pas la seule crise à laquelle nous sommes confrontés. À vrai dire, nous avons la crise écologique, la crise économique et sociale, et puis aussi une crise démocratique. Pas besoin de rappeler les chiffres de la tension et la défiance de façon générale vis-à-vis de nos institutions républicaines et de ceux qui portent la parole publique. Donc, pour moi, le premier enjeu, c'est comment on concilie les réponses à toutes ces crises. Et parfois, ces réponses, on l'a vu avec, par exemple, le moment, entre guillemets, des Gilets jaunes, parfois les réponses peuvent paraître antinomiques. Les réponses des acteurs publics face à la crise écologique, taxer le carbone, zone à faible émission, piétonisation, peuvent apparaître, il faut le dire, sans langue de bois, antinomiques par rapport à des enjeux sociaux, par exemple, parce qu'on se retrouve à exclure. Et de fait, quand on regarde sur un certain nombre de grandes métropoles, alors ce n'est pas forcément le cas de Rouen, mais d'autres métropoles, et je ne fais pas de publicité comparative en disant ça, on voit bien quand même qu'il y a eu une augmentation du foncier, qu'il y a eu une forme d'homogénéisation sociale dans les cœurs de métropoles. Même s'il faut relativiser ce que je dis, hein, évidemment. Mais enfin, quand même, il y a un phénomène de boboisation, si vous voulez, à l'œuvre aussi. Donc, le vrai enjeu, qui est un enjeu extrêmement enthousiasmant, hein, pour moi, c'est d'abord comment on concilie fin du mois, fin du monde. Voilà.
Et c'est-à-dire comment on fait de la lutte contre le réchauffement climatique un point d'inflexion, un point d'amplification, un point d'orientation de vision de nos politiques publiques qui soit en même temps inclusif, qui permette de faire en sorte que l'humain reste au milieu de la nature. Finalement, on a changé de paradigme. On est passé d'un monde où, en gros, l'homme et la technologie étaient finis face à une nature infinie, et on est presque passé dans un monde, je dis bien presque, dans lequel l'homme et la technologie peuvent avoir le sentiment d'une forme de toute-puissance et d'infini, alors qu'on a progressivement, mais enfin quand même, conscience de la finitude de notre monde. Donc ce changement de paradigme, il s'impose à nous. Alors, bon, ce paradoxe ou ces paradoxes que je viens de citer, par exemple sur fin du monde et fin du mois, il se voit aussi dans des formes d'injonctions contradictoires qu'on peut entendre aussi, et là j'espère que je choque personne, mais je veux le dire là aussi sans langue de bois, de la part de nos propres concitoyens. Ça a été dit tout à l'heure sur, par exemple, l'urbanisme circulaire. Nos concitoyens, les premiers, souvent nous disent on veut mieux respirer, on veut arrêter de l'étalement urbain, il faut faire attention à la planète, il faut prendre en compte l'enjeu écologique. Ah oui, mais par contre, je ne veux pas vivre en habitat collectif. Par contre, je veux avoir mon espace à moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est très compliqué cette affaire-là parce qu'on peut comprendre les deux points de vue et ils sont réunis souvent dans la même personne, à vrai dire. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en 3 mots vraiment très résumés du côté des villes? D'abord, prendre conscience que les villes et les agglomérations et les territoires, qui ne sont pas qu'urbains, parce que la plupart des métropoles sont à la fois urbaines et rurales, d'abord sont à un niveau pertinent, non seulement d'expérimentation et d'action. Ce n'est pas si évident. Pendant longtemps, on a pensé que, par exemple, la lutte contre le réchauffement climatique ne pouvait procéder qu'une action internationale, une organisation mondiale pour l'environnement, enfin une forme top-down, macro. Non, non seulement les villes et les territoires ont des choses à dire et à faire, mais elles font aussi système en tant qu'ayant valeur inspirationnelle pour d'autres territoires. On le voit très bien, par exemple, avec l'initiative, la démarche Cities Race to Zero. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, on voit bien qu'il y a des leviers qui correspondent à des attentes citoyennes qui sont beaucoup plus forts aujourd'hui et qui vont dans le sens de ce que vous avez indiqué. L'exemple peut-être le plus fort concerne la renaturation des villes. Je vois Jacqueline Hosty là, sur mon écran. Jacqueline Hosty, non seulement est Grand Prix national, mais sur l'urbanisme, mais on a obtenu ici à Rouen des prix nationaux du paysage sur des travaux que Jacqueline Hosty a portés et continue de porter sur l'aménagement de quais, sur des écoquartiers, c'est-à-dire de la reconstruction à partir de friches qui étaient complètement dégueulasses, il faut quand même dire les choses, et qui aujourd'hui se transforment en véritable écoquartier. Bref, la renaturation au sens urbanistique, c'est-à-dire holistique du terme, ça c'est un très très grand levier et c'est un levier attendu et assez positif pour les habitants parce que ça amène de la qualité de vie. Je dirais aussi la révolution des transports. Aujourd'hui est parue une étude de l'INSEE sur les parts modales, c'est-à-dire comment on se déplace pour les passagers, pour les habitants, pas pour le fret, pour les marchandises. Pour les passagers, bon, on a encore, c'est le cas de Rouen d'ailleurs, une proportion d'utilisation de la voiture déraisonnable sur des trajets inférieurs à 4-5 km, dans beaucoup d'agglomérations, même s'il y a de très bons élèves. Ça, ce sont des leviers sur lesquels on peut agir à travers les infrastructures, les services vélo, marche, transport en commun, gratuité des transports, etc., etc. Je citerai un troisième exemple sur lequel je pense qu'on a encore beaucoup de chemin à faire, où certaines agglomérations sont bien en avance, mais je crois qu'on peut faire beaucoup plus. C'est la sobriété énergétique et la rénovation des logements. Là, on a un mur financier qui est absolument considérable, parce que si on regarde, on a quand même beaucoup de passoires thermiques. Et si on veut construire du dense intelligent, c'est-à-dire où on vit bien, si on veut reconstruire la ville sur la ville, il faut aussi qu'on ait des logements où on ne chauffe pas l'air de la rue, quoi. Mais ça, je pense que là-dessus, on a encore peut-être des progrès à faire à l'échelle des agglomérations. Donc voilà juste 3 exemples, mais je crois que le point essentiel dans tout ça, c'est juste pour conclure, c'est de porter une vision au niveau des maires, au niveau des intercommunalités, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont au niveau des métropoles, des agglomérations, bref, des intercos, des EPCI, comme on dit maintenant. Porter une vision fédérée, rassembler les acteurs, parce qu'on ne fera rien juste avec l'argent public, c'est pas vrai, L'argent public, il peut atteindre peut-être 10%, 15% des objectifs de 2030. Ça a été dit tout à l'heure aussi, ça. 2030, ce n'est pas dans 30 ans, c'est tout de suite. Moins 55% des gaz à effet de serre dans 9 ans, ça veut dire 5-6% de moins par an, maintenant, tout de suite. C'est considérable. Donc, c'est une urgence et c'est une urgence quantitative.
Donc fédérer, on a besoin des entreprises, toutes les entreprises, on a besoin des associations, on a besoin des citoyens qui doivent changer de comportement aussi. Ça ne peut pas être juste une affaire publique, cette histoire-là. Et puis, parfois aussi savoir résister à la tyrannie du temps court, à l'instantanéisme, à peut-être parfois une forme de populisme, évidemment à certains lobbies. Merci beaucoup, on reviendra vers vous tout à l'heure. Je vais donner la parole maintenant tout de suite à Madame Hosty, toujours à distance, parce que vous l'avez cité pour le cas de Rouen, mais je crois qu'elle a également travaillé sur l'île de Nantes, et je crois savoir, et peut-être vous demander, Madame Hosty, de nous donner votre vision de la ville de demain, et comment est-ce que quelle vision vous portez-vous sur ces changements structurels qui sont à la fois, pour beaucoup, qui nous échappent, et puis pour certains qui dépendent que de nous. Je m'inscris aussi dans ce qui vient d'être dit précédemment. Ma vision de la ville, c'est très vaste. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que il me semble essentiel aujourd'hui, quand on pense et qu'on dessine la ville ou des morceaux de ville, de tirer parti de l'histoire, de la géographie, d'un patrimoine, d'un site, d'un déjà là, que ce soit bâti, naturel, des ressources en place, et avoir une vision globale. En fait, je trouve que l'approche de la ville par le paysage, l'approche de l'urbanisme et l'approche de la ville par le paysage permet d'avoir une vision transversale qui met en place, qui croise un peu tous les éléments, les données qui viennent d'être dites, qu'on parle de mobilité, de la qualité du logement, la renaturation qui est effectivement un levier. Alors je dirais que la question environnementale ou la nécessité de prendre en compte ces contraintes environnementales dues à la crise climatique, au fond, c'est un formidable levier pour penser la ville d'une autre manière qui est de penser la ville par ses vides, parce que si aujourd'hui on est confronté de toute façon à amener à une nécessaire densité de la ville. Elle est nécessaire, mais néanmoins, on peut rendre cette ville désirable, habitable et agréable à ville si on qualifie cette densité. Et qualifier cette densité, c'est peut-être de réfléchir à ces vides, à dessiner les creux de la ville de manière extrêmement anticipée, pour anticiper l'arrivée de la nature dans la ville et non pas la prendre comme quelque chose qui arrive a posteriori. On pense aménagement. Il faut vraiment anticiper la venue et l'accueillir et se créer des espaces dans la ville qui puissent accueillir cette nature, la nature et les usages. Alors, comment on pratique? C'est déjà, je dirais qu'il faudrait penser à bien proportionner les espaces en creux de la ville, et que ce ne soit pas vraiment, comme je disais, une résultante. On peut avoir des programmes assez denses, mais si à côté, en même temps, on pense cette qualité du vide et sa proportion. D'une part, parce que ça permet de permettre d'assurer des continuités, que ce soit des continuités de déplacement, des flux des hommes, des flux, on parlait des mobilités, mais aussi les corridors, enfin les continuités écologiques et les continuités de l'espace public à travers donc ces futurs aménagements ou de lieux qui se reconstituent sur des friches ou sur des parties assez en reconquête de la ville. Alors ces tracés, en fait après de les dessiner, quand on dit les qualifier, c'est de les tracer ces espaces, c'est-à-dire que c'est à la fois tracer des liens physiques, articuler des parties de ville les unes entre elles, c'est aussi de tracer des liens visuels, de se repérer, de capter les repères de la ville pour créer un sentiment d'appartenance à ces espaces urbains, à la ville dans laquelle on est. Je veux dire, d'être à Rouen ou à Nantes, c'est pas du tout la même chose. Et je pense que ce sentiment d'appartenance à un lieu est assez essentiel. Et là, on rejoint un peu, je reviendrai peut-être à la fin, sur le fait de relier, de prendre l'environnement et
la réponse qu'il faut apporter à ces contraintes et à ces changements climatiques comme un levier pour penser cette ville de manière agréable et non pas comme quelque chose de subi. Mais pour ça, il faut s'en donner les moyens. Et donc, souvent, quand en l'occurrence, ça soit à Rouen et à Nantes, sur l'île de Nantes, on a abordé cette question-là, peut-être de manière différente, mais à chaque fois, ça a été de mettre en place, réfléchir sur un nouveau quartier en mettant en place une armature paysagère. Il y a des anciens, c'est une époque où on traçait d'abord les espaces ouverts, on a eu ça bien sûr avec Haussmann, mais là, c'est vraiment anticiper la ville par ses vides et dessiner. Donc, on a toute une trame paysagère ouverte qui permet aussi de gérer toutes les questions du sol, des questions des eaux pluviales. Et c'est là où je dis qu'il faut préparer le terrain, fabriquer un socle urbain pour créer un sol fertile. Parce que qui dit nature, il faut planter des arbres, il faut que ça pousse, de bien gérer aussi les ressources. On est bien sûr confronté aujourd'hui de plus en plus à la question de l'économie des ressources, d'une bonne gestion des ressources en place, donc de faire avec des choses qui existent, le réemploi entre autres, la gestion des terres, on a des terres polluées, donc il faut les régénérer, les renaturaliser dans la mesure du possible. Et donc préparer ce socle, c'est tout ça avant même, ou en parallèle du moins, pas avant, mais en parallèle de la conception des quartiers urbains avec les différentes morphologies, leurs différentes densités, leurs différents fonctionnements. Et donc, ces grandes structures vertes permettent à la fois de gérer les eaux pluviales, donc on modèle un sol pour que l'eau s'écoule de manière gravitaire juste pour rejoindre un fleuve ou une zone d'expansion. En tout cas, il y a un travail préparatoire pour accueillir ensuite la ville avec ses fonctions, ses bâtiments. Il y a aussi le fait de la gestion des terres et donc à Rouen, on a aussi installé tout un système de continuité. C'est un espace dessiné qui met aussi cet espace dessiné mais en relation ce quartier avec la ville proche qui est tout autour. À Nantes, ça a été la même chose. Et puis de préparer ces espaces et aussi donc gérer ces terres polluées dont on parlait tout à l'heure. À Nantes, on a anticipé la gestion des terres en récupérant les terres des chantiers, en préparant une grande plateforme des terres qui permet au fur et à mesure de récupérer les terres et de les gérer pour préparer ce socle. Et la difficulté, c'est que en fait, cette préparation de ce socle, c'est une vision à long terme qui des fois croise des opérations où il y a une vision à plus court terme. On a besoin de construire, on va faire des rues, des routes, des espaces verts pour accueillir les futurs programmes d'aménagement urbain. Donc en fait, il y a croisé le temps long de la ville et le temps court des opérations qui se développent au fur et à mesure. Et je terminerai simplement sur cette vision, enfin on parle de profiter de ce levier environnemental, c'est aussi croiser, mais ne pas oublier la dimension culturelle de la nature dans la ville, et que ce n'est pas simplement une réponse technique, c'est aussi la mise en situation par rapport à des lieux géographiques. Je parlais de l'histoire et de la géographie des lieux. Voilà, je pense que c'est tout un ensemble qui permet de composer une ville agréable, aimable, dans laquelle les habitants peuvent se retrouver en relation avec un territoire beaucoup plus grand. Voilà. Merci beaucoup, madame. On reviendra sans doute vers vous dans le débat. Pascal Prat, peut-être pour parler avec vous, là aussi, revenir peut-être parfois aussi aux réalités, c'est-à-dire que vous devez construire la ville, et la ville, en même temps, elle est déjà là. Donc, il y a l'exemple de l'île de Nantes. Donc, je rappelle, vous êtes, vice-président de Nantes Métropole à l'urbanisme durable. Donc, un exemple réussi, mais qui a dû être pensé, anticipé. Est-ce que vous en voyez d'autres? Et qu'est-ce que vous constatez? Comment est-ce que vous anticipez alors qu'on vient de vivre une crise qui a peut-être changé le désir de ville? Peut-être les gens ne veulent plus vivre à la ville. Je discutais tout à l'heure, on me disait les gens, ils vont en première, voire deuxième couronne de Nantes, comme on dit de Paris. Est-ce que donc, du coup, ça vous conduit à penser différemment ou à essayer de redevenir désirable et attractif, justement?
Oui, alors je vais répondre à votre question, mais je vais revenir sur cette envie des Nantais qui serait de quitter le centre de notre métropole. Tous les Nantais, hein, mais regardez les Parisiens, ils s'en vont aussi. Ici, les chiffres que l'on a et les données de l'Agence d'études urbaines de la métropole nantaise, de Laurent, de la région nantaise, nous indiquent le contraire. On vient d'avoir des données chiffrées qui prouvent que l'attractivité pour notre métropole et sa centralité est toujours d'actualité. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une difficulté, j'y viendrai, celle de produire du logement et du logement pour tous. Et j'insiste sur du logement pour tous. C'est un enjeu très fort auquel la métropole nantaise est confrontée. Mais elle y est confrontée depuis déjà plusieurs décennies. Et c'était tout l'enjeu de l'accompagnement du développement de cette ville. L'île de Nantes, elle est caractéristique d'une reconquête d'une friche industrielle et de quartiers en déshérence, je vais le dire comme ça, qui était un peu quitté, qui était un faubourg industriel malgré tout. Qui avait été abandonné. Et qui a été abandonné et qui est en totale reconquête depuis maintenant plus de 20 ans, avec un réaménagement extraordinaire de son territoire autour de sites emblématiques. Jacqueline Hosty disait la ville doit se reconstruire sur elle-même en faisant attention, en venant en respect, j'ai envie de dire, de ce qui se trouve déjà sur le territoire. Et c'est ce qui a été conduit sur l'île de Nantes et qui continue à être mis en œuvre sur cette île, ce rapport au fleuve, à la Loire, qui est très très fort. On est sur une île déjà en tant que telle, et puis la présence de l'eau, la révélation des sols aussi, et du végétal, qui est un élément important, qui était déjà existant. Moi, quand j'étais enfant, à l'extrémité est de la ville de Nantes, j'ai connu des vaches, des prairies, et je parle de ça, c'était dans les années 60 jusqu'au début des années 70. Donc un territoire qui a beaucoup évolué, qui s'est étendu, mais qui est aussi en renouvellement important sur cette partie ouest, mais aussi dans son centre. Alors vous me posiez la question, est-ce qu'il y a d'autres territoires sur la ville de Nantes qui sont, ou sur la métropole nantaise dans lequel on est engagé dans cette même volonté de reconstruire la ville sur la ville? Ben oui, il y en a. Alors je pourrais évoquer juste au sud de l'île de Nantes ce qu'on appelle aujourd'hui Pirmil-les-Îles, qui concerne le grand secteur de la ville de Nantes, d'un côté, sur ce qu'on appelle Pirmil, le quartier de Pirmil, et puis ce qu'on appelle les îles, qui est la ville de Rozay, avec tout ce chapelet historique de ce qu'étaient des îles de Loire, sur lequel il y a eu une urbanisation importante, il y a eu même une industrialisation qui s'est posée là, les abattoirs de Nantes que tous les Nantais connaissent qui étaient là, et à nouveau une reconquête de la ville sur la ville en travaillant sur des friches, sur des délaissés, les abattoirs qui étaient une réelle friche depuis plusieurs années. On a au nord de la Loire et en continuité, encore une fois, sur la ville de Nantes, de l'île de Nantes, c'est tout le quartier du Bas-Chantenay, qui est une action à nouveau de repositionnement d'un quartier mixte. Alors on pourrait parler de cette ville désirable, cette ville de demain, cette ville zéro carbone, c'est aussi celle de la mixité des fonctions, l'emploi, l'activité économique, qui peut être sur un site comme celui-ci, de l'activité industrielle. On a des entreprises sur ce territoire qui sont d'activité, oui, industrielle, mais on y trouve aussi du tertiaire, on y trouve de la logistique, et puis on va y développer de l'habitat, du logement. On va y développer aussi des activités plutôt touristiques, des activités de loisirs, encore une fois en lien avec le fleuve, qui vont être des éléments d'attractivité de ce territoire. Et puis vous en avez sans doute entendu parler, on parle beaucoup de l'éléphant, des machines de l'île, mais il y a aussi demain le jardin extraordinaire sur la carrière Misérie, dans ce quartier du Bas-Chantenay, avec le futur arbre au héron. Donc à la fois un renouvellement, une reprise. La carrière Misérie, ça a été une carrière, et puis ça a été une brasserie, la brasserie de la Meuse, bien connue de tous les Nantais, et qui est aujourd'hui un lieu de destination, un lieu de tourisme, un lieu de balade et de déambulation qui continue son aménagement. Donc des projets comme ceux-là qui font que on reconstruit la ville sur la ville, on retravaille dans cette démarche circulaire qui était évoquée, d'un urbanisme circulaire qui a été évoqué tout à l'heure, on est engagé dans celle-ci. Mais j'ai surtout envie de dire que la métropole, et par ses politiques publiques et le travail qu'elle a réalisé, notamment dans le mandat précédent, sur l'élaboration de ces documents de planification et de programmation, elle s'est donné des caps et elle a pris des orientations très fortes, notamment une première, pour moi, parler du zéro carbone, parler de la ville de demain,
c'est arrêter de consommer les espaces naturels, agricoles et forestiers. Et ça a été un engagement très très fort sur l'élaboration du PADD, du PLUM, du projet d'aménagement et de développement durable, et de dire on arrête cette consommation. Alors ça fait plusieurs années qu'on en parle, hein. On a parlé tout à l'heure de la consommation des équivalents des terrains de foot, d'aéroports comme Notre-Dame-des-Landes, si il se faisait aussi, se multipliait. Bien ici, dans ce département, et sur ce territoire, on a essayé de mettre ce coup de frein. Alors bien sûr, il doit se faire, son corollaire, c'est réaménager, reconstruire la ville sur la ville, travailler une ville plus dense. Alors effectivement, on est dans ces ambiguïtés qu'évoquait tout à l'heure le maire de Rouen, de devoir concilier cette ville acceptable, cette ville désirable que nous devons produire, cette ville où la densité n'est pas vécue comme une contrainte, mais au contraire un élément positif qui va permettre de bénéficier des aménités qui vont avec la vie quotidienne, les services de la proximité. On parlera sans doute de la santé, le lien avec des équipements de santé, le lien avec des équipements d'éducation, avec des équipements de loisirs, le lieu pour se détendre. Et puis, je reviens sur cette notion de mixité, de fonction, c'est celle des emplois répartis sur la ville et de l'accès rapide à des emplois. Ici, on parle souvent sur le territoire de la métropole, et mon collègue Bertrand Filet, on l'a évoqué tout à l'heure avec vous, qui s'occupe des transports, de cette ville de courte distance, cette ville où je peux me déplacer facilement et où je suis dans une mobilité aisée du travail à mon logement. Et puis j'en terminerai, il y a un dernier point qui à mes yeux est aujourd'hui fondamental et qui est révélé au sortir de cette crise, c'est celui de l'accès au logement pour tous et de l'accès à un logement de qualité. Et ça, c'est un enjeu majeur que nous a révélé cette crise et qui devient un accélérateur formidable, c'est-à-dire un logement qui réponde à mes besoins, un logement qui soit adapté à mes besoins, un logement qui réponde aux capacités de ma bourse, c'est-à-dire que je puisse accéder à ce logement, soit dans du logement locatif social, lorsque je suis dans un ménage à revenus modestes, et soit devenir propriétaire. Et c'est tout l'enjeu, par exemple, de la politique publique du développement du logement en accession abordable sur le territoire de la métropole, qui est un engagement très fort et qui doit permettre aux ménages à revenu médian, ce qu'on appelle les classes moyennes, de rester ici sur le territoire de la métropole, sur les 24 communes que constitue cette métropole, plutôt que de fuir à l'autre bout du département. Voilà un enjeu majeur de cette ville durable, qui doit être une ville désirable. Merci beaucoup. Alors, on va écouter avec Bertrand Desmézières comment on va bâtir plus de logements abordables, mais puisqu'on était sur l'aménagement et avec Jean-Luc Charles, donc avec la Samoa, vous avez quand même travaillé sur l'île de Nantes notamment. Comment vous réagissez? On ne va pas refaire tout ce qu'on vient de dire, mais sur ce désir d'une ville, justement, peut-être, alors Carlos Moreno dit la ville du quart d'heure, est-ce qu'on pense l'aménagement, la ville du quart d'heure, pour un Parisien comme moi, un bobo, c'est pas compliqué, hein, effectivement. Mais pour quelqu'un qui doit jusqu'à présent devait prendre sa voiture pour aller, vous disiez, le médecin, l'école, l'université. Comment est-ce qu'on arrive à penser une ville où les gens vont avoir moins de mouvements pendulaires, moins besoin de prendre des mobilités carbonées, justement, comme on en a parlé. Est-ce que c'est ça l'enjeu d'aménager la ville dans la ville avec tous les services? Je crois que c'est un des enjeux. Oui, si on veut une ville décarbonée, il faut réenchanter d'une certaine manière le plaisir de la ville. Donc, moi, j'ai l'habitude de dire que la ville, c'est pas seulement des formes ou des matériaux. Les Romains avaient deux expressions pour définir la ville. Urbs, donc ces formes, les murs, les toits, la chaussée, les réseaux, et civitas, ce qui est de l'ordre de la cité. Et en fait, l'enjeu de cette période de transformation sociale et écologique essentielle consiste à faire en sorte que la ville, dans sa transformation, nous permette de changer de comportement et de mode de vie. Et il faut accompagner ces changements de comportement et de mode de vie, sinon je pense qu'on n'y arrivera pas. Donc il faut rendre la ville aimable, il faut la rendre singulière,
Et il faut éviter le travers qui consiste à, mais c'est une pique, mais on aura l'occasion d'échanger, de considérer la ville simplement comme un produit. La ville peut être un marché, c'est un marché immobilier, il y a un marché du logement, il y a un marché de l'immobilier de bureau, mais ce n'est pas que ça. Donc je pense que pour transformer la ville et la rendre aimable, il faut une armature publique forte, il faut des politiques publiques, il faut des collectivités territoriales organisées et structurées, et il faut des opérateurs comme les aménageurs publics qui travaillent en mandat pour mettre en œuvre et en forme des politiques publiques, pour que ces politiques publiques trouvent des traductions sur les territoires et dans les territoires. Donc je pense que c'est un préalable important. Donc la ville se conçoit, elle se dessine, Jacqueline l'a dit, elle se fabrique, mais aussi elle se met en usage. Et nous-mêmes, les aménageurs, nous avons trop tendance à n'être plus là quand les habitants arrivent. Et je pense qu'il faut ce qu'on appelle descendre vers l'aval et accompagner l'activation et l'animation de la ville. Et c'est un enjeu très important. La ville ne se fait pas seule, c'est un jeu collectif. Et pour le coup, il y a une multitude d'acteurs qui sont autour de nous pour accompagner les aménageurs, les promoteurs, sur la base de cahiers des charges qui sont discutés et négociés. Je pense aussi qu'il faut faire en sorte que la ville soit composite. Je pense que la densité, on en a parlé, est une donnée qui peut être objectivée, mais c'est d'abord une donnée subjective, ça renvoie à un vécu quotidien. Et quand on travaille sur effectivement la notion de la ville du quart d'heure, quand on est dans un quartier avec des rez-de-chaussée actifs et animés, la ville n'est plus dense. Elle est active au bon sens du terme. Une autre dimension qui est extrêmement importante, c'est la mixité. Si vous voulez une ville active, il faut que dans votre quartier, il y ait des actifs, il y ait des étudiants, il y ait des habitants, il y ait des commerçants, il y ait des artisans. Il faut réinitialiser une ville productive dans ces quartiers. Voilà. Tout ça, c'est un travail de composition, de programmation. C'est une succession d'arbitrages qu'il faut rendre. Avec une ambition qui est extrêmement forte et mobilisatrice, c'est la ville zéro carbone. Donc on doit réfléchir à des cycles, on doit réfléchir à des modes alternatifs, on doit conforter l'économie sociale et solidaire, les économies créatives. Voilà. C'est tout un travail qui doit se faire avec le concours, bien évidemment, des urbanistes et des paysagistes, et avec le concours de toutes les composantes qui font la ville. Voilà. Juste pour une des thématiques portait sur la ville saine et durable. Je pense que la ville, d'une certaine manière, doit accompagner nos concitoyens. La ville est un déterminant de santé. J'entends par santé publique, hein, c'est-à-dire un état complet de bien-être physique, mental et social, tel que le définit l'OMS. Et donc, avoir une ville qui du bien-être, c'est accorder une très grande importance à la qualité de vie, à la qualité des logements, à la qualité des bureaux, à la qualité de l'espace public. En sachant que avant de concevoir le nouveau quartier République, hein, qui est le quartier souhaité et voulu par Johanna Roland, qui doit représenter ce saut qualitatif et qui doit nous accompagner vers une transformation écologique et sociale, on a fait une étude d'impact santé, en fait, pour voir si le quartier, tel qu'on l'avait dessiné ou conçu, était favorable à la santé des futurs habitants. Et au-delà des conclusions et des critiques qui nous ont été formulées, il a été pris la décision de travailler sur deux déterminants de santé publique qui sont assez forts et très puissants, c'est corrélé scientifiquement. Hein. C'est la présence de la nature en ville. Donc on va désartificialiser des sols, les dépolluer, les retraiter, les rendre plus fertiles. Et Jacqueline l'a dit, on va produire 26 hectares de parcs qui seront offerts à ce public. Le deuxième déterminant de santé pour les urbains, c'est les relations sociales. Plus vous avez de relations sociales, plus vous êtes en bonne santé. Voilà. Donc il faut qu'on mette en scène et en place une ville
qui, par le traitement de ces espaces publics, comme le dit Jacqueline, permet les échanges. Et ces échanges, on les retrouve à l'échelle de l'îlot, des bâtiments, pour que toute la population puisse avoir un sentiment d'engagement collectif pour le quartier dans lequel elle vit. Merci beaucoup. Alors, dernier intervenant qui n'a pas parlé, vous l'avez un peu interpellé en disant la ville n'est pas un produit, mais il va répondre. Mais je pense qu'il doit être d'accord avec ce qui a été dit. Bertrand Desmézières, donc vous êtes directeur général des ICAD Promotion. Alors, au-delà de la réflexion sur la ville n'est pas un produit, comment vous réagissez à ce qui a été dit par les uns et les autres, notamment cet élément de santé à la fois physique et mental, si j'entends bien, alors qu'on vient de vivre une crise de la ville quand même, c'est-à-dire des villes qui se sont dépeuplées ou qui étaient vides avec des rues. Est-ce que ça a changé votre vision de construire ? En tout cas, ça a accéléré notre façon de voir la ville. Cette crise, elle n'a pas été un déclencheur, mais elle a été un catalyseur de beaucoup de tendances. Et juste pour revenir sur ce qui a été dit, c'est vrai que j'adhère pleinement. Dans l'ADN d'ICAD, il y a deux piliers. Il y a ce qu'on appelait il y a 20 ans le développement durable, ce qui est devenu aujourd'hui la lutte contre le dérèglement climatique, et puis le logement pour tous. Et ces deux piliers-là, ils sont, à la sortie de cette crise sanitaire, devenus fondamentaux dans l'acte de construire. Et quand on parle de ville durable, on parle déjà de ville qui limite son empreinte carbone avec des constructions qui sont... alors, il y a des solutions. Nous, on s'est engagé pleinement dans la voie de la construction bois. On a 400 000 m² en cours de construction dans les plus grandes villes. On va livrer à Toulouse une opération à 76% en bois, une opération de 200 logements. Alors on en parlait avec Jean-Luc, on est peut-être allé un peu loin parce que du coup il y a des surcoûts techniques qui amènent un prix de revient et qui du coup vont exclure en termes de prix de vente un certain nombre de ménages. Mais on apprend aussi et on va sans doute aller vers une mixité de produits entre le bois, le béton bas carbone, voire l'acier. Mais c'est une des solutions. On a d'ailleurs dédié une filiale à cet ancrage qui s'appelle Urbain des Bois, qui sera donc en construction bois. Et dans la filière sèche, le grand avantage, c'est qu'on va très vite pour construire, et donc on peut intégrer les choix de nos clients. Donc on va vers la personnalisation du logement. Il y a un troisième ancrage, c'est l'ancrage local, parce que quand on construit en bois, en fait, il faut pouvoir s'ancrer localement sur une filière. C'est le cas avec Néo-Silva en Loire-Atlantique. On a replanté, parce que sous l'autorité de la Samoa, on lance Big Green sur 10 000 m², et on a replanté 10 hectares dans le département pour compenser ce qu'on va mettre en structure dans notre opération. Donc tout cet enjeu de la construction bas carbone, il est déjà là, mais même si, je crois que c'est Nicolas Rossignol qui en parlait, pour franchir le cap, pour se mettre dans la lignée des accords de Paris, de limiter à 1,5 degré le réchauffement, pour le bâtiment, la marche est quand même haute. C'est-à-dire qu'il faut diviser par 2 nos émissions de gaz à effet de serre entre 2015 et 2030 pour aller chercher la neutralité en 2050. Donc on est sur la voie, on a encore quelques étapes à franchir. La ville durable, je pense que c'est aussi la ville confortable, la ville désirable. Jacqueline Hosty a beaucoup parlé de la nature en ville, donc c'est quelque chose qui est très important pour nous également, à l'échelle du quartier, même si on intervient moins que les aménageurs et que les urbanistes. Et donc on l'a décliné aussi à l'échelle de la copropriété et à l'échelle du logement. On a beaucoup travaillé avec Nicolas Lenné, un architecte qui s'intéresse aux matériaux biosourcés et à l'usage. On a beaucoup travaillé à la sortie du confinement sur les nouvelles tendances finalement qui ressortaient plus fortement après ce premier confinement en particulier. Et donc on a sorti un guide de conception qu'on appelle Naturellement chez soi, qui traite certains éléments qui deviennent très forts, en particulier l'espace extérieur. Et le balcon, sur tous nos logements, on avait des balcons. Mais on avait des balcons qui faisaient 1,20 m, 1,30 m de profondeur. C'est pas suffisant, parce qu'en fait, on peut s'y tenir debout, mais on peut pas y vivre. Et ce qui est attendu aujourd'hui, c'est très fort. On a fait un sondage avec Ipsos, ça sort au premier rang des attentes des ménages, alors qu'avant c'était une pièce en plus, c'était un bureau en plus, c'était une chambre d'enfant. Là, c'est vraiment un espace à vivre extérieur. Et donc on conçoit des bureaux maintenant qui font une profondeur suffisante pour y poser une table et surtout pour les végétaliser avec du mobilier adéquat, des essences qui sont conformes à ce qu'il faut mettre pour que ça soit durable et robuste. Et donc tout ce travail-là, on le fait de façon plus accélérée parce que la place du logement, et c'est quand même la bonne nouvelle pour nous qui faisons la ville, elle est devenue encore plus importante à la sortie de cette crise sanitaire qu'avant, et donc on doit y répondre avec ces enjeux de confort. Et c'est vrai qu'il y a le sujet de la beauté, c'est-à-dire qu'on parlait de la ville désirable. Notre problème, c'est pas tant les gens qui ne veulent pas vivre en logement collectif, c'est plutôt qu'aujourd'hui, on est dans une crise d'offres. Et tout le paradoxe, il est là, c'est-à-dire qu'il y a moins 25% de permis de construire en collectif sur l'année glissante par rapport à une année
préélection qui était déjà pas terrible. Donc là, alors que par ailleurs, la maison individuelle est en croissance de permis de construire. Donc on est vraiment sur l'étalement urbain. Pourquoi ? Parce que nos maires sont sous pression des riverains, des habitants eux-mêmes de la ville, pas ceux qui veulent venir habiter dans nos projets, mais ceux qui sont déjà sur place et qui nous disent non, je veux pas d'un immeuble collectif à côté de chez moi. Et donc c'est à nous de donner des solutions. Alors, je parle au maire de Rouen aussi, et j'ai dit ce matin à Johanna Roland, c'est à nous de vous aider, à Monsieur Pras, c'est à nous de vous aider en apportant des solutions qui donnent un bénéfice au-delà des gens qui vont habiter dans nos immeubles, des gens qui sont dans le quartier. Et les rez-de-chaussée, c'est capital pour ça. Trouver des lieux hybrides où on aura du commerce classiquement, mais aussi des lieux qui ont des loyers sans doute plus faibles. Le réparateur de vélo, la map pour être en circuit court. Enfin, tous ces sujets-là qu'on fait très bien sur les grandes opérations d'aménagement public, parce que c'est le cahier des charges du concours. Et donc ça, on se met tous dedans. Il faut qu'on le fasse aussi dans le diffus. Exactement. Et le sujet, il est là pour nous aujourd'hui. Alors, je vais revenir vers le maire de Rouen s'il est encore avec nous. Nicolas Maillard-Rossignol. Oui, bien sûr, je vous écoute. Oui, j'avais envie de vous demander, moi il y a deux mots qui sont sortis de cette crise. Il y a gestes barrières. Bon là aujourd'hui on les a pas, mais enfin quand même, encore un peu. Et on a la crainte de la 4e, 5e vague. On se demande s'il va falloir parler grec pour sortir du Covid. On est déjà au Delta, donc je ne sais pas auquel on s'arrêtera. Donc on a cette inquiétude, cette imprévisibilité. Et les gestes barrières, ils ont changé quand même, je crois, la façon dont nous interagissons les uns avec les autres. C'est un sujet dans la ville quand même extrêmement important, parce que la ville, c'est ça. Et le deuxième mot, moi, qui me frappe, c'est le mot hybridation. Là, c'est un événement hybridé. On a un peu de public, mais pas trop. Et vous pouvez pourtant nous regarder. L'hybridation ville-campagne, l'hybridation, alors pour ceux qui en ont la chance de pouvoir le faire, entre vivre à Paris et en même temps à la campagne, donc, ou dans une grande ville à la campagne, on voit qu'il y a ces tendances-là qui sont en train d'arriver. Qu'est-ce que le maire de Rouen pense de ces changements? Quels sont les mots? Est-ce que ces mots sont un peu les mêmes chez vous? Est-ce que ça vous amène à réfléchir autrement sur l'action politique qu'on peut mener? Oui, c'est une question vraiment très importante que vous venez de poser, parce qu'effectivement, là encore, c'est la façon dont l'instantané et la gestion de l'urgence nous enseignent des préceptes ou des leçons pour un temps plus long et pour des anticipations, soit de crises à venir, soit de modèles plus durables de société. Sur le premier mot-clé que vous avez utilisé, geste barrière, ça me renvoie au mot de lien. Pour le dire de façon positive, la crise, elle nous a renvoyé, ça vient d'être dit d'ailleurs là dans le débat, à l'enjeu du lien. L'enjeu du lien social et l'enjeu de l'utilité sociale. C'est-à-dire que, a priori, a fortiori plutôt, dans un contexte pandémique, la distance, on a même parlé de distanciation sociale, si vous vous souvenez, au début, dans le premier confinement. Heureusement, on n'utilise plus ce mot barbare, mais ce que ça dit en creux, c'est que construire une ville saine et durable, comme ça vient d'être dit, la santé dans la ville, elle dépend des interactions sociales et donc du lien social. Or, je reprends mon antagonisme un peu trop schématique, évidemment, et trop caricatural de fin du monde, fin du mois. Un des risques, c'est quand même que pour des raisons, et de bonnes raisons écologiques, vous j'allais dire détruisiez, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas, vous introduisiez des distances. Exemple typique, ZFE. Zone à faible émission, vous définissez des périmètres à l'intérieur desquels un certain nombre de véhicules jugés trop polluants n'ont plus le droit de circuler. Bon, très bien, mais ça veut dire que les gens qui n'ont pas les moyens d'avoir d'autres véhicules, ils sont boutés hors de la ZFE. C'est ça que concrètement ça veut dire. Sauf à mettre en place des dispositifs d'inclusion, d'aide au changement de véhicule, de parking relais, de transport en commun, de pistes cyclables, etc., etc. Et encore, même ça, on sait bien que ce n'est pas toujours la solution pour tout le monde. Donc le lien social, faire en sorte que la ville vraiment saine, c'est la ville où tout le monde se sent bien. Mais quand on parle de santé, je rappelle quand même que les ouvriers ont une espérance de vie en bonne santé de 6 ans inférieure aux catégories sociales les plus favorisées, dans la ville et dans la campagne. Donc, il y a un travail sur le lien social. Et je rajoute l'utilité sociale, qui est peut-être un concept qu'on a finalement un peu oublié au fur et à mesure des confinements, alors qu'on en a beaucoup parlé au début. Rappelez-vous, on applaudissait les soignants, etc., etc. Et puis, on est passé d'applaudissements à un Ségur, et puis on va finir d'un Ségur à une souris, parce qu'on n'aura pas peut-être abouti à des conclusions suffisamment
opérationnelle et surtout suffisamment forte. On finit sur l'obligation de vaccination, oui, surtout. Oui, en plus, oui. Et ce que je veux dire, c'est que l'utilité sociale, là je viens de parler des soignants, mais je pourrais parler des reapers, des gens qui se sont occupés des déchets pendant tous les confinements, des personnels de l'éducation qui ont tenu quand même les écoles, les crèches, les collèges, etc., alors que c'était loin d'être simple. Ce que je veux dire, c'est que notre modèle de société, notre vision urbanistique d'une ville, il ne peut pas se déconnecter de l'attention et d'une forme de hiérarchie qu'on introduit, consciemment ou inconsciemment, entre les métiers et l'utilité sociale de ces métiers. Donc c'est le premier thème, le lien. Et puis ensuite, dans ce que vous avez dit, bien sûr, sur l'hybridation, je vais juste un peu pour provoquer le débat, il y a quelque chose qui peut paraître contradictoire ou clivant. Oui, l'hybridation, très bien. Croiser, mélanger, évidemment, ça me parle beaucoup. Mais l'hybridation n'est pas forcément synonyme de l'inclusion. En d'autres termes, l'hybridation, c'est-à-dire la capacité à se retrouver à la croisée, au mélange de quartiers, mélange de cultures, eh bien, ça peut être aussi un élément qui est un élément d'épanouissement, d'émancipation, de succès. Ça peut aussi être un élément qui est de plus en plus réservé à certaines catégories de société ou de population. Je prends un exemple qui est mondial. L'hybridation mondiale, c'est Erasmus et la capacité, quand on est étudiant, à pouvoir aller se confronter en faisant des études ailleurs, en Amérique du Sud, aux États-Unis, en Asie. C'est formidable et ça s'est développé énormément ces 20-30 dernières années, et notamment en Europe avec Erasmus. C'est vrai. Mais est-ce que pour autant, ça a réduit les inégalités dans la capacité à accéder à cette hybridation ? Je ne suis pas absolument persuadé, je dirais même au contraire, que dans certains coins du pays de Bray ici ou du pays de Caux en Normandie, mais je pense qu'on peut dire la même chose dans des territoires ruraux pas très loin de Nantes, on a des jeunes qui voient sur Internet, ça ils le voient, que d'autres jeunes ont accès à des universités et à des études supérieures dans le monde entier. Mais pour eux, leur horizon reste un champ des possibles très étroit et très limité. D'abord parce qu'il y a une raréfaction de certains services publics dans des territoires ruraux, mais aussi parce que le champ culturel des possibles, c'est pas forcément ouvert. Donc, je vais le dire pour conclure d'une façon plus positive. L'enjeu avec l'hybridation, qui est un enjeu formidable, parce qu'à travers l'urbanisme, à travers penser la ville de demain, eh bien, on peut construire des moments, des lieux pour que les gens se rencontrent mieux et plus. Il ne doit pas nous amener à considérer que parce qu'on a ces nouveaux outils et ces catalyseurs, ça marche de la même façon et de la même manière et avec la même intensité pour toutes les catégories sociales. C'est pas vrai. Ça peut même être, à mon avis, un facteur d'aggravation de ce sentiment d'exclusion. Bruno Latour, en parlant des Gilets jaunes, disait que c'était finalement des habitants privés de leur propre pays, de l'intérieur. Et je suggère qu'on garde ces éléments à l'esprit dans notre réflexion sur l'hybridation. Merci beaucoup. Ce n'était pas un débat sur les Gilets jaunes, mais vous avez cité des formules d'Emmanuel Macron que chacun a reconnues. Donc, fin du monde, fin du mois. Pour l'instant, en tout cas, on n'en est pas à un débat sur cette question-là, mais on voit bien qu'elle est en filigrane. C'est-à-dire que le risque, oui, mais c'est pareil, le risque, si est-ce que ce n'est pas de recréer des gilets jaunes dans cette transformation ? Ce que j'essaye de dire, c'est que séparer le béton ou l'urbanisme de l'humain par le biais de la nature, c'est évidemment tout le contraire de ce qu'il faut faire. Le but, c'est pas de remettre la nature dans la ville sans l'humain. Le but, c'est quand même de garder l'humain au cœur de la nature. Alors, parfaite liaison pour que je donne un mot de conclusion à Jacqueline Hosty. Si vous êtes avec nous, un mot de conclusion. J'ai envie juste pour poser le débat, mais vous avez juste 3 minutes et demie. J'ai entendu Étienne Klein dire « Moi, j'ai rêvé de l'an 2000, je rêve pas de 2050 ». Qu'est-ce qu'il peut faire ? On entendait des jeunes, alors c'est un peu dur de vous demander ça en 3 minutes, mais qu'est-ce qu'il peut faire qu'on peut rêver de 2050 pour les villes de demain? On m'a dit qu'il y avait des jeunes ce matin qui étaient très inquiets. Qu'est-ce qu'on peut redonner comme espoir à notre jeunesse qui vont vivre dans ces villes? Responsabilité de conclure un sujet pareil. Vous avez prévenu. Oui, c'est dur. Moi, je suis quand même assez optimiste, même si si on peut voir toujours la situation est pas simple. On écoute, on se réveille chaque matin, on entend des horreurs dans tous les coins du monde. Ceci dit, je crois, j'espère, j'attends, c'est un espoir, en tout cas, que cette remise
cette prise en considération de la nature, pas que de la nature verte, hein, c'est pas que ça, c'est de la prise de conscience du paysage, des territoires, de là où on est, là où on habite, de prendre qu'il y ait une prise de conscience de ça comme quelque chose d'essentiel pour le bien-être des uns et des autres. Après, il y a, voilà, c'est évidemment, en tant que paysagiste, je vois ça sous cet aspect-là, mais je pense que le paysage est quand même assez fédérateur de tas de valeurs. Parce que ça permet de rejoindre, de lier l'histoire et l'avenir, le passé et l'avenir. Et je pense qu'on a besoin de ces liens. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur la question de l'environnement. C'est peut-être ces questions, cette peur qu'on a vis-à-vis des crises climatiques nous oblige à penser différemment la place de la nature en ville et donc la place du paysage qui doit être vue comme une valeur vraiment culturelle profonde, en plus d'être un élément de vie. On travaille avec le monde du vivant et il faut donner la place au vivant, que ce soit les végétaux, les sols, les hommes, et donc ça nous donne une grande responsabilité vis-à-vis de ça. Et voilà, moi c'est mon espoir. Maintenant, j'ai plutôt envie de croire au positif et que l'envie de tous de construire un avenir meilleur, même s'il est effectivement bien sombre par beaucoup d'aspects. Voilà. Merci. Emmanuel Desmézières, pas la même question quand même, mais sur l'idée de atténuer, est-ce que vous pensez, vous déjà, ce qui vient d'être dit, c'est la nature en ville, atténuer les effets du climat, c'est quand même la préoccupation majeure aujourd'hui dans la façon de construire? En tout cas, c'est une solution que nous apportons dans le développement urbain sur les projets neufs, mais Jacqueline Hosty a tout dit et on peut ne se mettre que dans ses traces. Non, moi je trouve qu'il y a un autre risque là, dont on pourrait parler pendant 30 secondes. 30 secondes, hélas. C'est le télétravail massif. Alors vous allez dire, je suis complètement subjectif en tant que fabricant et propriétaire de bureaux, mais je pense que c'est un vrai risque d'isolement et de distanciation. Outre la perte de cohésion dans les entreprises, le fait d'aller vers un télétravail massif, c'est la fuite dans les campagnes. Il faut répondre par l'hybridation. C'est l'outsourcing d'un certain nombre de missions et pourquoi pas la délocalisation des cadres. Donc moi je pense que le sujet du bureau dans des zones mixtes, on a beaucoup parlé de lieux hybrides, on a du logement, du bureau, avec des transports en commun, avec des pistes cyclables pour des vélos électriques, c'est vraiment important pour diminuer le temps de trajet entre le domicile et le travail et faire en sorte que les gens continuent de travailler ensemble et en équipe. Jean-Luc Charles, il faut mettre des forêts en ville. Je ne sais pas s'il faut mettre des forêts en ville. Je pense qu'on a... c'est ce que Madame Hidalgo propose, en tout cas à Paris. Ça me semble difficile. Il faut ancrer nos villes dans le paysage, dans les territoires, et il faut être de quelque part, je crois. Donc, on a beaucoup travaillé sur la globalisation et la mondialisation. On a fait un travail, un workshop. On a mis en place un workshop pendant le premier confinement avec un certain nombre d'acteurs qui travaillent sur l'île de Nantes. Je vous donne juste des phénomènes, ce qu'on a appelé des accélérateurs, qui sont liés à cette crise. Donc on a évoqué l'urbanisme tactique, on a évoqué l'espace de vie commun dans le logement, on a évoqué la pièce extérieure, on a évoqué les micromobilités, c'est-à-dire le retour au quartier ou à l'îlot. On a évoqué la démobilité, l'économie du partage, les solidarités de proximité, la société du contact, parce qu'on a beaucoup parlé de la dématérialisation et la crise nous a quand même renvoyé au fait qu'il fallait, qu'on était les êtres humains, il fallait qu'on rentre en relation et en lien. Voilà. Et pour ce qui est de la première question, moi j'aurais 20 ans, je reviens loin en arrière, hein. J'aurais 20 ans aujourd'hui, je pense que je serais quand même assez enthousiaste parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et il y a beaucoup de choses à inventer. Et ils n'ont jamais eu autant de possibilités. Voilà. Ils n'ont jamais eu, grâce au numérique, on en a parlé un peu. Et je pense que c'est une génération qui doit se challenger et elle va se challenger. Et voilà. Belle conclusion, Pascal Pralet, Nantes 2050, en 2 minutes. Venez, on vous attend et on est prêt à vous accueillir.
En 2050, je serai probablement plus près de Nantes que de Paris, à mon avis. Formidable. Mort, mais... Voilà, on est en train de construire ce territoire. Nantes 2050, il y a un élément, on a parlé de nos populations, de nos habitants, mais on n'a pas parlé de comment faire avec eux. Et ça, c'est un enjeu aussi majeur, à mon avis. C'est l'association des gens qui sont sur le territoire, l'acceptabilité de tout ce qu'on a évoqué, de la densité, de la vie plus intense. La conclusion de tout ça, il faut peut-être demander aux gens leur avis, non ? Il faut peut-être un peu le faire avec eux, quoi. Pas mal, ça. Bonne conclusion, merci beaucoup. Et on en termine pour cette table ronde avant la grande conclusion du professeur Carlos Moreno.